Cette vidéo porte sur la deuxième partie du chapitre topographie. Alors, nous parlerons des coordonnées kilométriques et du datum marocain du Merchiche. Nous parlerons des techniques de nivellement et des formes du relief. Les coordonnées rectangulaires et datum marocain de Merchiche. Alors, la détermination des seuls paramètres de l'ellipsoïde n'est pas suffisante pour les besoins cartographiques. Un point particulier du territoire national est choisi à un endroit où le plan du géoïde et de la surface sont confondus, ou du moins les plus rapprochés. C'est ce point-là qu'on choisit comme point fondamental du datum, qui devrait avoir comme coordonnées planes x égale à 0 et y égale 0. Un datum est donc un système de coordonnées locales basé sur un ellipsoïde et une surface de projection. Il fournit un cadre de référence permettant de définir l'origine et l'orientation des lignes latitude et longitude qui sont kilométriques cette fois-ci. Alors, l'ellipsoïde utilisé au Maroc est l'ellipsoïde Clark 1880 de l'IGN, Institut géographique national de France. La surface de projection est une surface de projection conique séquente qu'on appelle la projection conique conforme de Lambert, qui a été établie par le mathématicien Johann Heinrich Lambert en 1772. Qui est utilisé actuellement dans un certain nombre de pays, comme la France, la Belgique, l'Estonie et le Maroc. Les latitudes et les longitudes de l'ellipsoïde de Clark 1880 sont projetées sur la surface conique de Lambert, sont représentées au Maroc de cette façon-là. Le Maroc est compris entre le méridien de Greenwich, qui passe à côté de la ville de Rome, et le méridien 15 degrés ouest. Il est compris aussi entre les parallèles 21 degrés nord et 36 degrés nord. Le datum utilisé au Maroc a pour origine la localité de Merchiche, à côté de Casablanca, dont les paramètres de localisation sont indiqués ici. Le parallèle d'origine est 33 degrés 18 minutes nord, le méridien d'origine est 5 degrés 24 minutes ouest. La surface de projection conique conforme de Lambert utilisée est 50 au parallèle standard, 1 degré 43 minutes nord et 34 degrés 51 minutes 57 secondes 60 nord. Cette position de Merchiche est donc prise comme un point fondamental du datum marocain, qui sera l'origine d'un nouveau carreauage qui a été tracé à partir de cette origine, créant de nouvelles coordonnées basées sur des distances kilométriques. Les cartes marocaines donc possèdent sur leur bordure deux types de coordonnées, les coordonnées géographiques angulaires et les coordonnées plans ou kilométriques déterminées dans le datum Merchiche. On constate que les méridiens de l'ellipsoïde se croisent avec les méridiens kilométriques. Les lignes kilométriques sont toujours parallèles alors que celles de l'ellipsoïde convergent vers le pôle nord. C'est pourquoi il y a toujours sur la carte une indication de la direction du nord géographique qui indique le pôle nord, du nord magnétique qui indique le pôle nord magnétique et du pôle cartographique. Il y a aussi une indication sur la déclinaison magnétique, mais ça c'est une autre histoire qui sera développée en géodynamique interne. Le Maroc a une forme allongée, nord-nord-est, sud-sud-ouest. L'utilisation des paramètres de Merchiche de la zone nord pourrait engendrer des erreurs dans les provinces du sud. Pourquoi la surface du Maroc a été subdivisée en 4 zones géodésiques avec des origines locales pour chaque zone du datum marocain. La zone d'Agadir, la zone de l'Aïoun et la zone de Dakhla. Le paramètre suivant qui a été impliqué dans l'élaboration du datum marocain est la fausse origine. L'origine Merchiche a été choisie en se basant sur les données de topographie de l'ellipsoïde et du géoïde. Mais en l'appliquant à partir de sa position réelle, on aura des coordonnées négatives au sud et à l'ouest. Pour pallier à cet inconvénient, une fausse origine a été établie. On éloigne la vraie origine de 500 km plus ouest et de 300 km au sud, pour avoir cette nouvelle origine qui est la fausse origine. Toute la partie nord du Maroc se trouve donc dans la partie positive de notre système de coordonnées. Ça a été fait pour les 4 zones. Et voici les paramètres de la zone nord du Maroc, dans lesquels on a de nouvelles constantes, 500 000 mètres, c'est-à-dire 300 000 mètres. Les paramètres des 4 zones sont résumés dans le tableau suivant, dans lesquels nous avons ajouté un facteur échelle pour corriger les altérations qui peuvent exister loin des parallèles standards. Toutes ces données sont intégrées dans tous les systèmes d'information géographique internationaux, comme ArcGIS, ArcMap et différents autres systèmes, Global Mapper, qui permettent la conversion des coordonnées entre les différents systèmes. Alors, qu'est-ce que c'est que le nivellement ou l'altimétrie?
Le nivellement consiste à déterminer avec précision l'altitude, la hauteur par rapport au niveau de la mer, d'un certain nombre de points appelés des repères de nivellement, qui serviront de référence aux travaux d'aménagement du territoire. C'est une méthode qui permet aussi de déterminer l'altitude d'un point à partir de l'altitude connue d'un point de référence, après avoir calculé la dénivelée, c'est-à-dire la différence d'altitude entre ces deux points. L'instance qui s'occupe du nivellement au Maroc, c'est la NCFCC, c'est-à-dire l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie. Donc, voici son site internet. Alors, la NCFCC va mesurer les altitudes à partir du marégraphe de Casablanca. Alors, le marégraphe est un instrument qui permet de mesurer le niveau moyen de l'océan. À partir de ce marégraphe, des mesures d'altitude sont effectuées par des techniques de nivellement pour un certain nombre de points sur l'ensemble du territoire national. Et ces points-là sont matérialisés sur le terrain par des repères de nivellement. Alors, ces repères de nivellement sont installés sur des bornes bétonnées, sur des ouvrages pérennes comme les ponts ou bien des mosquées, où est scellée l'altitude. Le réseau de nivellement marocain est étalé sur plus de 14 000 km le long du réseau routier. Il est composé de 9000 points de repère répartis en repères de référence et repères de base. Actuellement, les systèmes GPS ont facilité ce repérage de la topographie. Sur les édifices de la NCFCC, 15 stations de récepteurs GPS très précis ont été installées. Le GPS donne les coordonnées géographiques et les altitudes ellipsoïdales. Mais de simples calculs intégrés au GPS permettent de déterminer l'altitude réelle. Alors, les techniques de nivellement entre deux points A et B. Donc, cela consiste à calculer la différence d'altitude entre le point A et le point B. Donc, on définit deux plans horizontaux parallèles passant par A et B et on détermine DH ou delta H comme différence d'altitude entre les deux points A et B. Il existe deux méthodes de nivellement pour déterminer les différences d'altitude. Le nivellement direct ou géométrique et le nivellement indirect ou trigonométrique. La première méthode utilise un niveau optique à lunettes et deux mires graduées. Alors, on utilise un niveau optique à lunettes sur un trépied et la lecture des hauteurs sur les deux mires permet de calculer la dénivellation. La différence de hauteur lue sur les deux mires correspond à la dénivelée. Nous avons sur ce schéma 138 d'un côté, 57 de l'autre. La différence est de 81 et correspond à la différence d'altitude. Quand les distances sont grandes ou bien les différences d'altitude sont grandes, on procède par cheminement de nivelé. La deuxième méthode de détermination des altitudes, c'est le nivellement indirect ou trigonométrique. Le nivellement est réalisé par calcul de dénivelé et non par sa mesure directe, grâce à des mesures d'angle et de distance, à l'aide d'un théodolite ou bien d'un tachéomètre. Un théodolite permet de relever l'angle entre deux repères visuels et la distance horizontale ainsi que la distance directe entre les deux repères visuels. Un calcul simple conduit à la différence d'altitude entre A et B. Les paramètres connus sont la hauteur du théodolite, la hauteur du support du deuxième repère visuel, la distance horizontale et la distance directe ainsi que l'angle Z. On se base donc sur les règles trigonométriques du triangle pour déterminer la différence d'altitude delta H. Delta H, c'est égal à toute cette hauteur moins HV, c'est-à-dire le support du deuxième repère visuel. Donc, delta H est égal à HT plus delta T moins HV. HT est connu, HV est connu et HT est connu. Donc, on cherche delta T. Donc, c'est delta T qu'il faut chercher. Et comme delta T, c'est le côté adjacent de l'angle Z, on peut déterminer la différence delta H en déterminant le cosinus de cet angle Z qui est égal à delta T sur TI. Et on déduit delta T et la remplacer dans la première formule pour avoir delta H égale HT plus DI cosinus Z moins HV. Ou bien on utilise la tangente Z est le DH sur delta T, c'est-à-dire le côté opposé sur le côté adjacent. Et on déduit delta T de cette formule et on la remplace dans la première formule pour obtenir donc la différence d'altitude entre les deux points A et B. Les reliefs de la surface de la Terre.
Le relief est la variation verticale de la surface des continents, soit positivement en saillie, soit négativement en creux. Sur les continents, ces variations de la surface de la Terre se manifestent par des montagnes jeunes, des hautes escarpées, des montagnes anciennes érodées, au sommet émoussé, des plateaux qui sont des surfaces planes surélevées, mais qui sont découpées par des gorges et des vallées encaissées, des collines arrondies et moutonnées, et des plaines qui sont des grandes étendues planes. Comme il y a des reliefs sur les continents, il y a aussi des reliefs sous-marins, avec des plateaux continentaux, des talus, des glaciers, des plaines abyssales, des dorsales océaniques, des fosses et des cônes volcaniques. La topographie est la science qui permet de mesurer et de représenter sur une carte des détails visibles des reliefs. La bathymétrie s'occupe de la mesure de la profondeur des reliefs sous-marins. La géomorphologie est la science qui étudie les reliefs et les processus qui les façonnent. La surface de la Terre est donc modelée, façonnée, sculptée en formes variées de reliefs, des montagnes, des vallées, des collines, des plateaux, des plaines. Les formes de relief à la surface de la Terre dépendent à la fois de sa dynamique interne et de sa dynamique externe. La dynamique interne fait soulever les montagnes, affaisser les bassins et édifier les planchers océaniques. La dynamique externe use ces reliefs, les émousse et les aplanit. Les processus de ces deux dynamiques de la Terre se conjuguent donc pour façonner la surface de la Terre. Les continents sont donc façonnés en jeunes montagnes très hautes aux versants abrupts avec des sommets et des crêtes aiguisées, souvent recouvertes de neige. Les vallées y sont encaissées et les pentes sont très raides. Les anciennes montagnes sont des reliefs moins élevés, mais qui datent de plus de 200 millions d'années, qui ont été érodés et où les sommets sont plutôt usés et émoussés. Et les vallées montrent de faibles dénivellations entre les crêtes et les talwegs. Les plateaux sont des surfaces planes, surélevées, et qui sont découpées et creusées par des vallées profondes. C'est des formations géologiques qui ont été surélevées tout en restant horizontales, mais qui, lorsqu'elles sont creusées par des vallées, présentent des falaises très élevées, très abruptes. Par contre, les collines, ce sont des reliefs en saillie qui ne sont pas très élevés, avec des sommets arrondis et moutonnés et des versants à pente relativement faible. Les plaines sont des surfaces planes, pas très élevées par rapport à la mer, où les cours d'eau ne creusent pas leur lit très profondément qu'ils coulent sur leurs dépôts qu'ils ont déposés lorsque l'eau se déborde des lits. Répartition des reliefs à la surface de la Terre. Alors, sur la planisphère, les montagnes jeunes sont représentées en marron. Ils se répartissent en deux chaînes importantes. La chaîne alpine, qui va du Maroc-Espagne jusqu'en Chine et puis qui bifurque vers l'Indonésie. Alors, la chaîne alpine est liée à la collision entre les deux plaques africaines et indo-australiennes avec la plaque eurasiatique. La chaîne alpine, donc, fait soulever les Atlas au Maroc, la cordillère Bétique et les Pyrénées en Espagne, les Alpes et puis les Carpates en Europe de l'Est, les Pontides en Turquie, le Caucase, le Zagros en Iran et puis l'Himalaya pour bifurquer vers l'Indonésie. Les plus hauts sommets de cette chaîne sont le Toubkal 4165 mètres, le Mont Blanc 4808 mètres en France, Elbrus 6142 mètres et puis le mont Everest dans l'Himalaya qui culmine à 8850 mètres. La deuxième chaîne la plus importante est la chaîne qu'on appelle la ceinture de feu. Alors la ceinture de feu se trouve ici sur tout le pourtour de l'océan Pacifique. Commence en Amérique du Sud par la cordillère des Andes, se prolonge en Amérique du Nord par les montagnes rocheuses, puis vers l'ouest, elle se transforme en îles, les îles Kuriles, puis la presqu'île de Kamtchatka en Russie, le Japon, les Philippines, la Polynésie, pour se terminer au niveau de la Nouvelle-Zélande. Cette chaîne est liée aux subductions des plaques de l'océan Pacifique, la plaque Pacifique, la plaque Nazca et la plaque Coco. Les plus hauts sommets sont le mont McKinley en Alaska, 6184 mètres, et le mont Aconcagua, 6962 mètres. La couleur brune claire correspond aux montagnes anciennes et aux plateaux. Les montagnes anciennes comme l'Anti-Atlas
au sud du Maroc, le Hogar et le Tassili au Sahara, les Appalaches en Amérique du Nord et les plateaux comme le plateau brésilien, le plateau guyanais, le plateau tibétain, le plateau sibérien. Alors nous avons ici en Afrique de l'Est le massif montagneux qu'on appelle le massif éthiopien. C'est un massif qui n'est pas une chaîne de la même nature que le cercle de feu du Pacifique et la chaîne alpine. C'est une chaîne qui a été formée par un rift continental. C'est-à-dire que la lithosphère en Afrique de l'Est est bombée et a été affectée par des failles qui ont causé des gravins précurseurs de l'ouverture d'une nouvelle mer. Le sommet le plus haut est le Kilimandjaro qui culmine à 5895 mètres. La couleur verte correspond donc aux grandes plaines à travers le monde. Différentes appellations pour décrire les formes de relief existent. Par exemple, ici nous avons une crête. La crête, c'est la ligne qui relie les plus hauts points d'une saillie. À partir de cette ligne, sont inclinés de part et d'autre les versants. Au pied des versants, nous avons la ligne où coulent les eaux qu'on appelle un talweg. Les versants qui se trouvent de part et d'autre de talweg constituent une vallée. La vallée creusée par un cours d'eau est une vallée en V, contrairement à une vallée glaciaire qui est en U. Donc, un glacier qui coule dans une vallée va façonner cette vallée en U. Alors, ce glacier, il coule à partir d'un cercle glaciaire. Un cercle glaciaire est une dépression en haute montagne où la compaction de la neige la transforme en glace, qui va éroder les bords de la dépression pour en faire un bassin sous forme d'amphithéâtre qu'on appelle un cercle glaciaire. Les plateaux sont généralement creusés par des vallées encaissées et profondes qui montrent des abrupts ou des falaises. Des collines sont des unités de relief montrant des sommets arrondis, des vallées de faible dénivellation. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la première partie du chapitre climatologie. Je vous remercie.